Le titre est la santé mentale. OK, la santé mentale, c'est quelque chose d'intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. Peut-être que je suis toujours sur la ligne, je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que la santé mentale, finalement, on a très peu d'êtres qu'on a comme modèle qui n'ont une santé mentale réelle dans son vrai sens du mot. Fait que pour commencer, je pense que la question qui s'impose, c'est pourrais-tu me donner une petite définition de la santé mentale? Oui, je pense que c'est le début même, parce que la santé mentale, c'est quelque chose qui nous intéresse, mais de quel ordre elle est-elle? On ne peut pas savoir exactement quand est-ce qu'une personne est en santé mentale. Si on parle de la santé mentale comme de la santé physique, les médecins seraient d'accord pour dire que personne n'est en santé. Maintenant, la santé mentale, c'est quelque chose qui existe et qui est effectivement de même ordre que la santé physique. Mais de là à dire que personne n'est en santé, c'est rechercher les petits problèmes qui sont passagers et normaux chez n'importe quel individu en évolution et essayer de vouloir les guérir, c'est-à-dire de vouloir bloquer ce petit problème dans sa guérison naturelle pour en faire une vraie maladie pour pouvoir se dire qu'on l'a guéri après. Et c'est souvent le problème de la médecine, de plusieurs médecins, les médecins pilules, de vouloir prendre un petit problème, par exemple, on prend ta pression sanguine, elle est légèrement haute, alors on te prescrit des médicaments. Quand c'est tout à fait normal qu'une personne au cours de sa vie ait des hauts et des bas au niveau de sa pression, comme on peut avoir de légères dépressions psychologiques, de légères craintes, peurs, légères phobies qui disparaissent à un moment donné. Alors, ce qui fait qu'on est toujours dans une espèce de courant en vague où on a des hauts et des bas. Lorsque cela devient pathologique, c'est quand le bas reste bas, ou notre vague elle est descendante. Alors, ce qui fait que la santé mentale, elle devrait être abordée non pas comme un problème vu par l'ego, vu par la psychologie qui tend à atteindre une espèce de béatitude mentale, une espèce d'harmonique à l'intérieur de ses propres vibrations. La santé mentale, c'est comme la santé physique. On va surtout aborder le niveau de santé mentale, étant donné qu'à partir de cette santé mentale, de cette santé psychologique, de cette santé soit intellectuelle, soit émotive, se découle la santé physique. Sauf évidemment lorsque l'on parle de maladies typiquement physiques comme les accidents, quoique encore une fois, on a souvent des accidents parce qu'on n'a pas une santé mentale tout à fait efficace. La santé mentale devrait être abordée écologiquement. C'est-à-dire que le problème qui régit notre niveau mental, notre harmonique mentale, donc notre santé mentale, est un problème écologique. Lorsqu'on atteint une certaine phase critique dans un espace restreint, dans un espace fini, la liberté de chaque personne, la liberté décroît en même temps qu'augmente le nombre de personnes. C'est la même chose pour des molécules de gaz dans un contenant fermé. Plus on va avoir de gaz, moins les molécules vont pouvoir se promener, assez qu'on va être capable de liquéfier le gaz, qui est le mécanisme qui nous permet d'avoir des climatiseurs d'air ou des frigidaires. C'est la même chose pour l'être humain. Plus il y a d'humains dans un endroit restreint, plus la liberté diminue. Et ce phénomène est un phénomène écologique, c'est-à-dire que plusieurs mécanismes, plusieurs éléments sont capables de vivre en relation entre eux et cette relation va créer le milieu. Et ce milieu va permettre la vie de chacun des éléments qui créent le milieu. Ça, c'est l'écologie. C'est un écosystème. Ce qui arrive au niveau mental ou au niveau simplement humain, la question fondamentale de l'homme, par exemple, lorsque l'on parle d'écologie planétaire, c'est combien d'êtres humains vont pouvoir survivre? Alors qu'en réalité, la question serait, quel genre d'existence vont avoir les survivants? L'homme s'attaque à peu près toujours mal à un problème, de même que s'il essaie de comprendre la santé mentale comme la santé physique, il l'attaque toujours d'une façon dissonante, une façon qui n'est pas réelle. L'être ou tout dans l'univers pourrait être appelé à vivre en harmonie. D'ailleurs, tout dans l'univers est en harmonie. Maintenant, cette perception de l'harmonique universelle dépend de l'harmonie intérieure de celui qui perçoit. Alors, ce qui fait que lorsque l'ego perçoit une harmonique normale, un loup qui mange un chevreuil, s'il a, lui, une résonance avec le chevreuil, il verra une inharmonie dans le fait qu'un carnassier mange un animal qu'il va appeler sans défense.
Maintenant, quelqu'un qui s'est déjà fait encorner par les cornes d'un chevreuil sait que l'animal n'est pas sans défense. Alors, on a un écosystème où on va voir le nombre de chevreuils, par exemple, augmenter. Et lorsque le nombre critique de chevreuils est atteint, lorsque les chevreuils n'ont plus assez d'espace vital, c'est-à-dire qu'ils manquent de nourriture parce que le nombre mange tout ce qui pousse. Donc, on a un danger pour les arbres, pour les champs, pour les plantes. Le nombre de chevreuils diminue parce que ces chevreuils meurent de faim, surtout l'hiver. Le nombre de chevreuils étant augmenté, qu'est-ce qui arrive? Il arrive simplement que disons, parlons du loup, comme le renard ou comme d'autres carnassiers. Alors, automatiquement, le loup voit son nombre augmenter parce qu'il bénéficie de beaucoup de nourriture, le chevreuil. Lorsque le chevreuil meurt sous les dents du loup et de faim, lorsque l'hiver arrive, la grande quantité de loup va finir par atteindre son seuil critique et lui aussi va manquer de nourriture parce qu'il manquera de chevreuil. Ce qui fait que lorsqu'on a beaucoup de chevreuils, normalement on n'a pas beaucoup de loups. Les loups, le nombre des loups augmente, le nombre de chevreuils diminue. Donc les loups meurent de faim, l'hiver encore une fois surtout, ce qui fait que, ayant moins de loups, les chevreuils recommencent et on a un équilibre. Mais cet équilibre, on doit l'avoir comme elle est. C'est-à-dire, non pas dans un laps de temps qui dure l'instant d'un clin d'œil lors d'un événement, mais dans l'instant d'un clin d'œil de la planète Terre. Donc, au niveau de quelques milliers d'années. Et là, on verra l'harmonie de ce phénomène. Au niveau mental, au niveau énergétique, au niveau psychologique, c'est la même chose. Tout dans l'univers peut être en harmonie et est en harmonie. Mais, pour que cet état de choses puisse être exprimé, il y a certaines conditions qui devront être respectées. Et cette première condition, c'est une condition qui est primordiale au niveau de n'importe quel genre de santé, qu'elle soit mentale ou qu'elle soit physique, simplement que les choses sont ce qu'elles sont. Et la relation entre chaque chose est ce qu'elle est. Et si on part avec ce contexte, on voit l'écosystème comme il est, mais on n'interprète pas l'écosystème. Si je sais de prime abord que les choses sont ce qu'elles sont et que la relation qui existe entre ces choses sont ce qu'elles sont, je peux, si j'ai la possibilité d'exprimer des énergies extérieures à l'écosystème, nous pourrions dire des énergies extraplanétaires, par exemple, l'énergie supramentale, ou l'énergie divine, ou l'énergie de l'esprit saint, de l'intelligence active. Lorsque je peux, moi, exprimer des énergies extra-écologiques, écosystème, c'est-à-dire extraplanétaire si on parle de l'écosystème de la planète, je peux me permettre d'envisager, de transformer l'écosystème. Donc, d'améliorer le sort de l'extérieur, ou mon propre sort. Lorsqu'on a ce désir, on est confronté à deux situations. Celle de transformer en étant en accord avec les choses déjà établies, les choses qui sont ce qu'elles sont, ou on essaie de transformer ce qui est déjà établi. Mais lorsque l'homme essaie de transformer les choses comme elles sont, et surtout les relations entre ces choses, l'homme crée des désastres. Et lorsque l'homme essaie de travailler avec les choses et les relations des choses comme elles sont, l'homme crée l'amélioration. Cela paraît facile à comprendre, cela paraît presque plausible, c'est-à-dire que si je fais comme on a déjà fait, j'importe des lapins en Australie, parce que les lapins nuisent à une autre espèce qui est appelée nuisible par l'homme, je brise l'écosystème de l'Australie. C'est-à-dire que les lapins vont détruire ce qui nuit. Et lorsque je me rends compte que les lapins sont en train de détruire tout ce qui pousse au sol sur le continent australien, je me découvre qu'en Australie, il n'y a pas de prédateurs aux lapins. Alors, j'ai un gros problème. Je dois donc importer une maladie du lapin pour tuer le lapin en espérant que la maladie ne tuera pas les kangourous, ou je dois importer des renards, ou je dois dresser des chiens à la chasse aux lapins, je dois amener des prédateurs aux lapins, en espérant que ces prédateurs-là ne s'attaqueront pas à d'autres espèces qui étaient déjà sur le continent. L'homme du verso se devra d'être conséquentiel. Et cette conséquentialité sera l'expression des énergies supérieures à travers lui. Être conséquentiel, cela veut dire être écologiste. Et la définition PMC de l'écologiste, c'est celui qui comprend les conséquences.
Comprendre les conséquences, cela veut dire qu'on est capable d'envisager différentes transformations à la condition que l'on connaisse l'écosystème qui gère l'endroit où l'énergie, la région énergétique où l'on se trouve. Lorsque je connais l'écosystème de la faune et de la flore, je sais que si j'investis et j'amène des lapins dans une certaine région où il n'y a pas de prédateurs, je sais que j'aurai un jour un problème avec ces lapins. Mais l'homme veut toujours régler le problème pour que l'apparence du problème disparaisse, ce qui amène des conflits au niveau mental, au niveau psychologique, disons pour l'instant. C'est-à-dire que lorsque j'ai une maladie, ou lorsque j'ai un problème avec une sorte d'animal, ou une sorte d'humain, ou une sorte de plante, je vais m'arranger pour détruire cette chose. Mais lorsque je détruis cette chose, j'ai l'impression que le problème est réglé. Le problème de cette chose est réglé. Mais cette chose, elle n'était pas sur la planète pour me créer des problèmes. C'est parce que moi, j'ai transformé mon milieu de vie que j'ai découvert un problème face à cette chose. Lorsque je veux avoir une belle pelouse, les pissenlits sont des problèmes. Mais le pissenlit nourrit la terre d'une certaine façon. Le pissenlit sert de nourriture à différentes espèces. Le pissenlit sert de support écologique à plusieurs choses. Donc, lorsque je détruis un maillon d'une chaîne, je brise la chaîne. Et l'écologie, être écologiste, c'est d'être capable d'entrevoir les anneaux d'une chaîne, d'entrevoir la chaîne, et d'être capable peut-être de remplacer un anneau par un autre, et non pas de détruire un anneau, et en le remplaçant par une ficelle, par une petite corde, ou en ne le remplaçant pas du tout. L'homme est un vénérable désastreur. C'est-à-dire que l'homme crée des désastres. Je parle au niveau matériel, parce que c'est plus facile de faire une relation entre la santé mentale, la santé émotive, à partir de quelque chose que nous pouvons mieux concevoir comme les choses matérielles. Lorsque l'homme essaie de régler un problème, l'homme devrait toujours se demander, premièrement, si le problème existe à l'extérieur ou si le problème existe dans sa perception. La santé mentale ou le désordre mental naît du fait que l'homme lutte en lui-même avec lui-même. Et même si l'homme transpose cette lutte dans l'extérieur, l'homme, en réalité, génère des problèmes à l'intérieur. La santé mentale, on va pour l'instant l'appeler la santé psychologique, la santé émotive ou la santé astrale. On verra la santé mentale par après. Santé mentale en relation avec l'énergie intelligente ou intellectuante, l'énergie du mental ou de l'intellect. Prenons pour l'instant la santé émotive, la santé mémorielle, la santé astrale en termes ésotériques. Lorsque l'homme crée chez lui un écosystème psychologique, alors sachez bien que chacun d'entre vous, vous avez votre propre écosystème, c'est-à-dire un système écologique. Donc écologique, pourquoi? Parce qu'il existe, parce qu'il est formé de plusieurs items. Vous avez différents goûts, vous avez différentes peurs, vous avez différentes croyances, vous avez différents désirs, vous avez différents buts. Et toutes ces parties de choses font ce que vous êtes. Et tout ce que vous êtes est un système écologique. Pourquoi? Parce que si l'on perturbe l'une de ces choses, on perturbe l'ensemble de la chose, ou on vous perturbe. Donc, si l'homme part avec déjà la compréhension de ce qu'est un écosystème, il pourra comprendre l'importance de l'écosystème psychologique et par après l'importance de l'écosystème mental. L'écosystème. On va peut-être arrêter parce que ça ne marche pas au niveau du micro. Quelque chose qui ne marche pas. À comprendre. Comprendre le mécanisme même de l'écologie, c'est pouvoir arriver à cerner la santé, tant sur le plan de la matière que sur le plan de la psychologie, donc évidemment sur le plan mental. Chaque fois que dans une écologie ou dans un écosystème matériel, l'homme vient s'interposer, l'homme vient changer quelque chose, il crée un désordre. Et si l'homme arrive à comprendre suffisamment ce désordre, il est presque conséquentiel. Et s'il est régi par une intelligence,
Il essaiera de régler le désordre qu'il a créé. Mais sachez bien que lorsque l'homme crée un désordre écologique, il doit le régler coûte que coûte. Cela veut dire qu'il doit le régler même s'il doit revenir en arrière sur ce qu'il a fait. Si, par exemple, en créant des barrages hydroélectriques, c'est évident que nous défaisons un peu l'écosystème de la région. L'homme s'évertue après à replanter des espèces au niveau de la flore, à ramener tout ce que la faune a besoin pour pouvoir repeupler la région qu'il a, disons, perturbée. Mais si l'homme n'arrive pas à ramener l'écosystème comme il était après la perturbation, la majorité des humains s'en balancent, se disent que ce n'est pas de leur faute, qu'ils seront morts avant qu'il y ait un gros problème ou que prochainement on trouvera bien une solution. Alors, un parti politique s'empare du problème et essaie d'être élu en disant qu'il va régler le problème. On ne règle jamais ce problème parce que c'est intelligent de le régler, parce que cela peut servir des causes égoïques, des causes astrales, émotives. Donc, l'homme qui veut être écologique, l'homme qui tient réellement à sa santé mentale, psychologique et physique, se doit de faire des concessions. Si le fait d'aimer certaines choses, cela vous nuit, vous allez devoir faire quelque chose. La santé émotive, la santé psychologique, la santé astrale est régie par les mêmes lois qui régissent l'écologie de la matière. Le fait de se demander si il y aura beaucoup d'humains qui vont survivre dans l'avenir est une question idiote, une question qui ne mène à rien et une question qui ne peut pas être solutionnable. Le fait de se demander quel sera le genre d'existence de ceux qui survivront, cela peut amener l'homme à comprendre un mécanisme écologique et cela peut amener l'homme à se demander dans quelle région de l'être-té l'homme va-t-il souffrir et dans quelle région de l'être-té l'homme va-t-il évoluer. Les écosystèmes, nous en retrouvons dans la matière. Prenons l'homme. Les écosystèmes, il y en a un dans la matière physique de l'homme. Vous avez un estomac, vous avez un foie, vous avez 2 reins ou un. Vous avez un cœur, vous avez 2 poumons ou un. Vous avez plusieurs choses en vous et si nous perturbons le moindrement une de ces choses-là, nous bouleversons votre écosystème et nous vous rendons malade. C'est évident pour le corps physique. Un peu trop de calcium ou de potassium va augmenter votre rythme cardiaque, va l'amener en arythmie, c'est-à-dire qu'il ne sera pas régulier. On peut augmenter votre pression par différents sels. On peut vous créer 1 million de problèmes. On peut vous empoisonner et on peut complètement vous détruire en perturbant un tantinet votre écosystème physique. La santé mentale, la santé psychologique vient de l'observance de l'écosystème psychologique et de l'écosystème mental, ce qui normalement va s'exprimer dans votre corporalité par un équilibre physique. L'homme a des désirs et à l'intérieur de ces désirs, certains de ces désirs prennent une espèce de grand espace, prennent plus de place que normalement elles devraient faire. Lorsque tout d'un coup, vous avez une marotte, lorsque tout d'un coup, l'homme psychologique, l'humain, décide de se procurer quelque chose, ou décide de conserver sa femme ou son mari, ou décide d'avoir un enfant, ou décide n'importe quoi, cela finit par prendre tellement de place à l'intérieur de son écosystème qu'il limite le reste. Limitant le reste, il détruit son écosystème. Évidemment, tout à l'heure, je vous parlais de maladies temporaires. Cela peut être une maladie temporaire. Qu'est-ce qui cause un désordre émotif? Chaque fois qu'une parcelle de l'écosystème, de votre écosystème psychologique est atteint, il y a désordre émotif. Quand je parle de désordre émotif, je veux dire qu'il n'y a pas stabilité, disons, non destructive. Parce qu'on peut avoir une stabilité destructive, on peut avoir une stabilité constructive et on peut avoir une stabilité neutre. Lorsque vous êtes heureux, continuellement heureux, vous faites partie de ceux qui ont une stabilité destructive.
le mécanisme ou encore l'intelligence de la santé mentale et psychologique ne dépend pas du bon vouloir de l'ego qui essaie et qui espère être en harmonie avec une conception particulière de l'écologie. La santé mentale et la santé psychologique, elle peut être exprimée seulement et seulement si les conditions de cette expression sont suivies mathématiquement. L'homme, mathématiquement, peut être prévu. Nous pouvons prévoir facilement et mathématiquement chacune de vos réactions. Parce que vous êtes un écosystème. Vous êtes un système écologique limité, mais immense en même temps. Et si nous perturbons certaines parties de cet écosystème, ou si vous laissez certaines parties de votre écosystème être perturbées, automatiquement, il y a un désordre et il y a une réaction qui, à la longue, peut ressembler à un désordre émotif ou à un désordre mental. L'émotivité de l'homme tend à pousser celui-ci vers la conquête d'une harmonie. Tout à l'heure, tu me demandais, qu'est-ce que la santé mentale? Qu'est-ce que l'harmonie? Nous savons qu'en musique, une harmonique est créée lorsque deux formes de vibration vibrent en accord. Et nous pouvons déterminer cet accord, soit mathématiquement, soit à partir de notre oreille, en faisant fi du goût. On est capable, mathématiquement, ou à partir de notre oreille, de savoir si une note est juste ou fausse, et si un piano est accordé ou non. Et cela n'a pas rapport au goût psychologique. Cela a rapport à des lois mathématiques. Il y a harmonique. Et il y a dissonance lorsque ces vibrations s'interpénètrent et se transforment, se détruisent l'une l'autre. Il y a dissonance, il n'y a donc pas harmonique. Chaque fois que dans votre psychologie, chaque fois que dans votre mentalité, il y a une dissonance qui détruit les énergies vibratoires déjà existantes, il y a désordre mental ou désordre émotif. Maintenant, l'harmonie est quelque chose que l'ego recherche. Pourquoi vous voulez être en harmonie? Pourquoi vous voulez être en paix? Pourquoi vous voulez toutes les choses? Plus souvent qu'autrement, c'est d'une façon égoïque, c'est-à-dire que vous les recherchez et c'est un désir. Parce que vous espérez certaines choses, parce que vous voulez certaines choses, mais rarement cette démarche est régie par l'intelligence. L'homme ne veut pas ou l'homme veut rarement évoluer parce que c'est intelligent de se transformer en s'améliorant. L'homme veut le faire pour plusieurs autres raisons que je n'énumérerai pas, mais je crois que vous en savez plusieurs. Recherchez bien si votre démarche de vie se fait parce que cela est intelligent ou si votre démarche se fait parce que cela se fait. Parce qu'émotivement, vous y êtes poussé. Il y a plusieurs synonymes à l'émotion. On pourrait nommer plusieurs raisons qui poussent l'homme à évoluer. Lorsqu'il y a une dissonance harmonique dans l'énergie psychologique, par exemple, il y a une trop grande place qui va être prise par une parcelle de votre écosystème. Votre écosystème contient la peur. Mais lorsque cette peur prend toute la place de l'écosystème et qu'elle écrase le courage et qu'elle écrase le reste, il y a pathologie, c'est-à-dire qu'il y a désordre dangereux. Mais lorsque votre amour tasse tout et prend toute la place de l'écosystème, ce sont les mêmes mécanismes, il y a danger. Vous ne pouvez plus savoir ce que vous faites. Parce que tout ce qui est vous ne s'exprime pas. Une parcelle très limitée de vous prend l'ampleur, prend la place du reste et tend à s'exprimer. Au niveau de votre psychologie, nous avons déjà dit souvent que lorsqu'une personne prend de la boisson, sa psychologie est transformée. C'est-à-dire que lorsque l'écosystème biologique est transformé, lorsque le corps est transformé, la psychologie est transformée. Si nous partons avec cette base, l'humain refuse les bases. L'humain recherche les sommets.
Dans quelle philosophie avons-nous déjà entendu que l'homme devait connaître la base de la montagne avant toute chose? Jamais. Mais dans toutes les fichues philosophies, on enseigne à l'homme d'atteindre les sommets pour de là voir l'ensemble. Voir l'ensemble et connaître l'ensemble, être conscient de l'ensemble, c'est deux choses. L'humain refuse les bases parce que l'humain recherche les sommets. Et les sommets ne sont que des bases pour l'homme parce qu'ils ne s'appuient sur rien. Mais ce ne sont pas des bases qui permettent à l'homme de construire des sommets. C'est le sommet détruit. La base de l'évolution de l'homme, c'est sa matière physique. Dans l'évolution, dans les chemins évolutifs, l'humain recherche quoi? L'humain, pour essayer de voir s'il se transforme, essaie de voir s'il y a des transformations à l'intérieur de lui. On parle toujours de transformation intérieure. C'est ça que l'on vend. Ou on vend l'esthétique de la transformation extérieure, ou on vend la sagesse de la transformation intérieure. Pourquoi l'homme recherche la transformation intérieure? L'homme recherche l'illusion de la transformation. Parce que si votre intérieur est réellement transformé, cela va transparaître dans l'extérieur. Donc, le fait de rechercher une transformation extérieure prouve une transformation intérieure. Mais le fait de rechercher une transformation intérieure ne prouve absolument rien. Cela prouve simplement que vous avez l'impression, l'illusion, l'idée, vous avez un contexte qui vous permet de croire que vous avez ou que vous êtes transformé. Mais s'il y a transformation extérieure, il y a transformation intérieure. L'homme recherche les sommets. La santé mentale commence par la compréhension de l'écosystème psychologique et de l'écosystème mental. L'homme doit savoir ce qu'il fait. Et lorsque l'homme sait ce qu'il fait, l'homme est sûr que ce qu'il fait doit être fait. Et lorsque l'homme est sûr de cet état de choses, l'homme le fait bien. Mais si l'homme ne sait pas ce qu'il fait, si l'homme espère qu'il sait ce qu'il fait, si l'homme croit qu'il sait ce qu'il fait, plus souvent qu'autrement, l'homme le fait mal. Je dis de temps en temps que plusieurs personnes veulent communiquer leur amour aux autres. Et si les autres ne veulent pas écouter, ils le font par la guerre. L'homme fait le bien. L'homme veut faire le bien, mais il le fait mal. L'homme qui part avec la base, l'humain qui est capable de se contenter de la ville base, pour commencer, se bâtit une plateforme en béton armé, sur lequel lentement une maison pourra être construite, mais elle ne sera pas détruite. Combien de fois avez-vous recherché à accélérer votre évolution? Combien de fois avez-vous recherché les sommets? Et combien de fois avez-vous recommencé cette recherche? L'homme est impatient, mais l'humain doit se contenter de la base. Cette base vaut bien des sommets. L'écosystème de votre psychologie devra être développé chez vous, c'est-à-dire que, la connaissance de cet écosystème devra être développée chez vous. Lorsque cette connaissance est acquise, vous ne devez pas décider de tout transformer à l'intérieur, parce que c'est un écosystème. Vous fumez, vous voulez cesser de fumer, vous vous mettez en colère contre le fumage, et vous avez d'autres problèmes. Il y a un écosystème, et ceux qui fument, la fumée fait partie de cet écosystème, tant physique que psychologique. Ce qui veut dire que briser une parcelle de cet écosystème au nom d'une morale, au nom d'une connaissance de la santé sans qu'il y ait compréhension, c'est risquer d'avoir d'autres ennuis. Le fait d'étudier son écosystème propre, individuel, au niveau physique, au niveau vital, au niveau psychologique et au niveau mental,
va permettre à l'humain d'être en harmonie avec lui. Soit cela n'interdit pas l'être en harmonie avec l'extérieur. La base est souvent plus compliquée que le sommet. Et l'homme étant impatient et paresseux, se refuse les choses compliquées et recherche les sommets, la gloire, la fin. L'homme n'a pas hâte de cheminer sur l'évolution. L'homme a hâte d'avoir fini l'évolution. L'homme n'a pas hâte de monter la montagne. L'homme a hâte de voir le trajet qu'il aura fait. Mais il refuse de voir le trajet qu'il aura à faire. Ces problèmes font que l'humain n'arrive pas à saisir pleinement et complètement le cadre dans lequel il évolue et le cadre qui évolue. C'est-à-dire l'écosystème social, continental, planétaire ou familial, et son écosystème lui-même, lui qui évolue dans ce qui évolue. La santé mentale est déterminée par l'harmonique qui va exister dans l'écosystème. Et cette santé mentale n'est jamais déterminée par l'écosystème. Elle est déterminée par l'harmonie à l'intérieur de l'écosystème, c'est-à-dire par la qualité et la quantité de relations qu'auront chaque élément constituant le milieu dans lequel va vivre ces éléments. Je prends des grands mots, vous allez finir par comprendre ce qu'est l'écologie et vous allez finir par comprendre ce que je veux dire par écologie psychologique et mentale. Vous êtes dans une famille et plus il y aura d'enfants, plus la liberté de chacun sera diminuée. Donc, lorsque vous aurez atteint un seuil critique, il y aura problème. Au niveau de l'écologie psychologique de la même famille, plus mes désirs prennent de l'ampleur dans l'écosystème familial, moins il y a de place pour les désirs des autres dans le même contexte. Donc, plus mes désirs grandissent, plus mon émotion tend à vouloir s'exprimer, moins l'émotion ou les désirs, plus l'écosystème individuel des autres membres de ma famille, de cet écosystème familial, sera diminué. Donc, je crée une dissonance, je crée une inharmonie, je crée un conflit. À l'intérieur de vous-même, vous avez différents éléments. Ces différents éléments créent le milieu. Chaque frère, chaque sœur crée le milieu, la famille. Et cette famille permet la vie des frères et des sœurs. Et c'est important de comprendre ce phénomène. Il n'y a pas de famille, sauf s'il y a des frères et des sœurs. Et lorsqu'il y a des frères et des sœurs, il y a une famille. Et cette famille permet la vie des frères et des sœurs. Il y a sur la planète Terre des humains qui peuvent vivre parce qu'ils sont en relation avec leur nourriture. Qu'est-ce que c'est être en relation avec sa nourriture? Cela veut dire faire attention aux plantes, faire attention à la viande, aux animaux, faire attention à l'air, faire attention à l'eau, faire attention aux minéraux. Cela veut dire que j'ai des relations avec tout l'écosystème planétaire. L'homme a besoin du loup. L'homme a besoin des tarentules. L'homme a besoin des scorpions. L'homme a besoin des maringouins. L'homme a besoin des maringouins parce que l'homme a besoin des oiseaux. Parce que l'homme a besoin des poissons. Et ceux-là se nourrissent des insectes. Et l'homme a besoin des poissons parce que l'homme a besoin des gros poissons qui se nourrissent des petits poissons. Et l'homme a besoin des oiseaux parce que l'homme mange des oiseaux. Ou l'homme mange des animaux qui mangent des oiseaux. L'homme a besoin des plantes parce que certaines plantes le nourrissent. Parce que certaines plantes nourrissent la viande qu'il mange. Parce que certaines plantes nourrissent le sol qui va permettre la prolifération de plantes qui nourrissent l'animal, qui nourrit l'animal que l'homme mange. C'est un écosystème.
Et on ne peut pas perturber un élément de cet écosystème sans mettre en danger la survie de l'homme. L'humain arrive maintenant à synthétiser la matière. Donc, l'humain peut se créer des vitamines en pilules, qui n'ont pas le même effet énergétique vital que la même vitamine prise dans son essence propre, dans son état natif. Dans votre écologie psychologique et mentale, il y a donc différents éléments qui créent l'écosystème et qui font que vous êtes ce que vous êtes. Nuire ou perturber l'un de ces éléments, c'est se diriger vers le désordre psychologique ou le désordre mental. Je répète que ce n'est pas la qualité de l'écosystème qui est important, c'est l'harmonie dans l'écosystème. Qu'est-ce qui vaut mieux? Être une grenouille sale, pleine de mucus, pataugeant le ventre dans la boue, c'est un écosystème particulier. Ou être une grenouille empaillée, placée dans un hôtel, dans un temple en or. Qu'est-ce qui vaut mieux? L'homme regarde l'écosystème qui lui plairait sans voir ce que lui va faire dans cet écosystème. Vous voulez améliorer souvent votre sort en transformant ce qui crée l'écosystème psychologique. Je veux être plus calme, je veux être plus en paix, je veux m'habiller mieux, je veux ne plus être en colère, je veux, etc. Mais qu'est-ce que vous allez ressembler une fois que cela va être fait? Lorsque la grenouille s'imagine être placée dans un temple en or et vénérée par des millions de fidèles, elle ne pourra l'être qu'à la condition d'être empaillée. Sinon, elle va puer, elle va bouger. Elle aura besoin d'eau, elle aura besoin de boîte, elle aura besoin de mucus. Tout ce qu'elle aura voulu fuir, elle en aura besoin parce qu'elle fait partie intégrale de cet écosystème. L'homme qui recherche la religion, l'homme qui recherche certaines philosophies, l'homme qui recherche des méthodes de transformation, ces méthodes qui visent le sommet sans jamais viser l'écosystème, la base, c'est un homme qui risque d'arriver à des désordres mentaux. Et nous savons très bien que la santé mentale, la santé émotive est perturbée surtout lorsque l'homme essaie de comprendre, lorsque l'homme essaie de s'améliorer, lorsque l'homme veut évoluer. Chaque fois que l'humanité veut évoluer, l'humanité tend à perturber son écosystème, ce qui n'est pas nécessairement mauvais, mais je le répète que lorsque nous voulons nous améliorer, nous devons envisager deux possibilités. Travailler avec l'écosystème, travailler contre l'écosystème. Et ne pas connaître l'écosystème, c'est travailler contre l'écosystème. La santé mentale peut se développer à partir de la base, et la base, chez l'humain, c'est son corps physique. Si nous partons avec cette base, ce corps physique, et que nous essayons de travailler la base, pour qu'à l'intérieur de cette base, ou pour que sur cette base, puisse reposer d'une façon certaine et efficace le sommet, nous devons nourrir cette base. Nous devons nourrir tout le cheminement jusqu'au sommet. Et nous ne devons jamais, une fois rendus au sommet, oublier de nourrir la base. Ceux qui évoluent extra-corps physique, ceux qui ne s'occupent pas de leur corps physique, mais qui essaient surtout de s'occuper de nourrir leur spiritualité, sont dans l'erreur. Ils vont s'effondrer à un moment donné. Ils auront peut-être foi. Ils diront peut-être que c'est la vie qui tient à les faire souffrir, qui tient à les éprouver. Et ils auront raison. La vie tend à leur faire comprendre que s'ils souffrent présentement, c'est parce que leur base est détruite. Et non pas que la vie veut vérifier si leur conscience spirituelle va rester quand la base va s'effondrer. C'est pas ça que la vie veut vérifier. Aucun être intelligent supérieur à l'homme serait capable de détruire le corps de l'homme pour éprouver la philosophie de l'homme. L'homme s'agresse lui-même au niveau du plan physique et l'homme s'éprouve lui-même au niveau du plan philosophique. Et lorsque l'homme comprend que la base, c'est une base et que c'est une base, c'est fondamental, l'homme travaille à partir de cette base.
Bien nourrir son corps physique, c'est nourrir son corps mental, c'est nourrir son corps psychologique, c'est donc se diriger vers une santé mentale. Bien nourrir son corps physique, cela veut dire bien l'alimenter et bien l'oxygéner. Cela est évident. La santé mentale, la santé psychologique, elle est exprimée par le corps physique et elle est localisée surtout au niveau du système endocrinien et du cerveau. Bien nourrir le cerveau, c'est avoir la possibilité d'avoir une expression mentale et émotive de plus haut degré. Sachez bien que lorsque votre corps cérébral vibre à un certain niveau, et cette vibration, elle est détectable sur un électroencéphalogramme, il y a vibration électrique et vibration non détectable par ce genre d'instrument, mais qui existe quand même, plus le corps cérébral vibre haut, plus votre cerveau est alimenté d'une façon écologique, en rapport avec ce qu'il a besoin, plus ces vibrations sont hautes, et plus ces vibrations sont hautes, moins les vibrations basses de l'astral, de votre psychologie, pourront venir prendre place à l'intérieur de ce que nous appelons la conscience de l'homme. Moins nous avons d'énergie d'une psychologie basse, la peur, la crainte, la colère, la jalousie, l'angoisse, tout ce que la religion appelle les défauts, moins nous avons de ce genre d'énergie dans l'endroit localisé appelé conscience humaine, plus nous avons de place pour exprimer des énergies psychologiques hautes en vibration. Ce que nous appelons les qualités ou les vertus. L'homme ne doit pas rechercher la qualité pour ce qu'elle est. L'homme ne doit pas rechercher la vertu pour ce qu'elle est. L'homme ne doit rechercher que la haute vibration de l'astral, ce qui s'exprimera par la vertu et la qualité. Lorsque nous avons un schéma vibratoire harmonique, en harmonie, qu'est-ce qui crée la dissonance présentement chez vous? Pourquoi l'homme a-t-il le choix entre le bas astral et le haut astral, entre le mental débutant, le mental assujetti et le mental supérieur? Simplement parce que vous avez un corps physique qui est hautement évolué. Vous avez un instrument qui peut exprimer des énergies qui est hautement évolué. Et parce que vous avez un corps physique hautement perfectionné, drôlement plus perfectionné que les corps physiques des hommes des cavernes, que les corps physiques des hommes du 16e siècle, du 17e, du 18e et du 19e siècle, parce que vous avez une corporalité physique drôlement plus évoluée, pour qu'il y ait harmonie, il ne doit exister, il ne doit s'exprimer par ce corps physique que des énergies hautes. Le corps physique humain est presque rendu à l'apogée de son évolution. Présentement, physiquement, vous exprimez de la haute, de la super haute énergie physique dans vos corps physiques. Ce qui fait que qu'est-ce qui va en harmonie avec cette super haute énergie physique? Alors, il y a la super haute énergie vitale, la super haute énergie astrale. Et c'est pourquoi l'homme qui a peur est en dissonance. La basse énergie astrale essaie de se frayer un chemin dans la haute énergie physique. Vous n'avez plus de corps animal qui exprime facilement l'agressivité, la colère, la jalousie animale. L'homme qui exprime ce genre de contexte psychologique est automatiquement en désharmonie par rapport à ses corps, par rapport à lui-même. Mais vous ne devez pas rechercher les hautes sphères spirituelles. Cela est intelligent d'émettre, d'exprimer par son corps physique des énergies supérieures. Supérieures selon chaque plan. Chaque plan vibratoire a son écologie. Donc, exprimant dans notre propre corps physique des énergies astrales ou psychologiques ou émotives de haut niveau vibratoire, nous sommes en harmonie avec notre corps, donc nous éliminons les maladies physiques, nous éliminons les fatigues vitales, nous éliminons les maladies vitales et nous permettons au mental débutant de pouvoir venir s'exprimer par l'intermédiaire de nos super corps. L'humain n'est pas un être bâtard, je le répète, et c'est souvent même pas compris. On l'apprend, mais on ne le comprend pas, on ne le voit pas. L'homme n'est pas un être bâtard, et l'humain
est au niveau du plan physique presque à l'apogée de son évolution physique. Il lui reste un contexte mental à développer, une perfection de son énergie cérébrale, de son énergie gliale et neurologique à terminer, ce qui se fera dans les quelques, disons, pas milliers d'années, mais quelques centaines d'années. Mais en attendant, l'homme est en harmonie qu'à la condition qu'il exprime des énergies astrales hautes, ce qui va amener l'énergie mentale à se développer, ce qui va permettre à cette énergie mentale d'entrer en relation, en communication avec un ajusteur de pensée qui viendra parfaire le travail mental, ce qui lui permettra par après d'être en relation, en réunion avec l'énergie du mental supérieur ou supramental. Certains exercices de base peuvent permettre à l'homme de développer sa santé mentale. Les points particuliers de l'entretien de cette santé mentale sont presque plus importants que le fait de développer la santé mentale. La majorité d'entre vous est déjà en santé mentale. Votre travail ne consistera pas à développer la santé mentale, mais à entretenir cette santé déjà présente. Pour entretenir la santé mentale de l'homme, l'homme doit entretenir sa santé cérébrale, la santé de son cerveau. Pour entretenir la santé de son cerveau, l'homme devra donc entretenir ce qui nourrit le cerveau. Donc, l'homme devra entretenir son système respiratoire, son système circulatoire. Le système circulatoire amène au cerveau ce que le cerveau a besoin pour être en état. Le système circulatoire amène l'énergie sous forme de dextrose, un sucre, amène l'oxygène et amène différentes autres substances qui devront donc être formées, créées ailleurs dans le corps. Donc, la santé cérébrale dépend de la santé générale du corps. La santé cérébrale détermine l'expression de votre psychologie. Vous êtes fatigué, vous êtes en rogne. Vous êtes en pleine forme et vous êtes aussi en pleine forme psychologique. Et c'est rare en maudit, que le fait d'avoir une bonne santé psychologique amène une bonne santé corporelle. C'est beaucoup plus vrai que d'avoir une mauvaise santé psychologique amène des troubles corporels. Si on a une bonne santé physique, on a des maudites bonnes chances d'avoir une bonne santé psychologique. Et si on a une mauvaise santé psychologique, on a des bonnes chances d'avoir une dégradation du corps physique. Et ce n'est pas parce que la relation existe dans un sens qu'elle est nécessairement pareille dans l'autre sens. On a des rues sens uniques ici dans la ville de Montréal. Et ce n'est pas parce que ça circule bien dans un sens que ça circule dans l'autre sens. Des fois, c'est un autre rue qu'il faut prendre. Et lorsque ma santé physique vient me donner une psychologie en forme n'amène pas nécessairement une santé physique. Un autre cheminement devra être pris pour amener la santé physique. Cela se fait. Disons que lorsque vous avez une psychologie en forme, cela empêche la dégradation du corps physique, et si vous êtes malade, vu qu'il n'y a plus d'empêchement à la guérison, il y aura guérison. Mais ce n'est pas parce qu'on a une santé psychologique que l'on va opérer une santé dans le plan physique. On va empêcher ou on va aider, c'est-à-dire qu'on va permettre la guérison du corps physique, c'est tout. Par contre, si on a une détresse psychologique, on risque de nuire au corps physique. Le fait donc d'entretenir son corps physique amène une santé psychologique. Le fait d'avoir une santé psychologique amène une santé au niveau du plan mental. Ceux qui prennent le niveau mental comme étant le niveau psychologique, comme les maladies mentales sont des maladies d'ordre psychologique, alors automatiquement la santé mentale est amenée lorsqu'on a un corps physique qui est en santé. Et quand je parle de corps physique en santé, je ne parle pas d'une personne qui a une fracture. Je parle d'un corps global, d'un écosystème corporel en santé. La santé est reliée à l'harmonie existant dans un écosystème. La santé physique est déterminée par l'harmonique existant dans l'écosystème physique. Et non pas par l'apparence. L'homme, présentement, est capable de pouvoir faire bouger en lui des énergies qui s'appellent des énergies vitales, ou éthériques dans l'ancienne étymologie. L'énergie vitale, lorsque
l'énergie sexuelle et l'énergie vitale. L'énergie vitale, lorsque nous pouvons la faire bouger suffisamment au niveau de notre cerveau, nous entretenons la santé du cerveau, donc la santé mentale. Je fais rarement ceci, je vais vous demander d'essayer quelque chose immédiatement. Nous allons simplement voir l'importance de la base avant de chercher à atteindre le sommet. L'homme psychologique a de l'imagination. Cette imagination lui a été salutaire, elle a même été salvatrice, elle nuit un peu présentement, mais elle a encore son utilité. Mais l'homme qui a un corps physique super évolué, comme je dis que votre corps physique est, a aussi développé en lui, quoiqu'il ne s'en sert pas suffisamment, la possibilité de percevoir ce déplacement d'énergie vitale. Vous savez que lorsque l'on parle de Satan, ou lorsque l'on parle du diable, de quelque chose noir, l'homme sent des vibrations au niveau de sa colonne vertébrale. Il perçoit des transports d'énergie vitale. Lorsqu'une personne va chez un acupuncteur et que celui-ci poncture un point particulier, de temps en temps, certaines personnes sentent quelque chose circuler. Alors, vous allez simplement tenter cette expérience. Cette expérience, elle est de deux ordres. Elle permet, premièrement, de développer la phase contrôle de l'énergie mentale chez vous, et elle permet aussi l'entretien ou le nourrissement en énergie vitale de votre cerveau. Et cela est important. Mais seulement le faire par imagination, cela ne vaut rien. Le faire et croire que ça fonctionne, cela ne vaut rien. Ce soir, je vais vous faire cette petite technique qui est tirée du PMC, donc il n'y a pas de livre écrit sur cette technique, seulement pour vous donner une idée de l'importance de la base et de la facilité que l'homme peut, de la facilité d'évoluer que l'homme a lorsque l'homme travaille sur la base. Alors tout le monde, vous allez simplement, pas tout de suite, fermer vos yeux et vous imaginez que derrière vous, il y a un panneau, derrière votre tête. Tout le monde a une tête? Parfait. Donc, on a un panneau, une feuille, 8,5 par 11, ou 8 par 11, une espèce de panneau qui peut être un panneau d'énergie, qui peut être une planche de bois, qui peut être n'importe quoi, je m'en fous. Un panneau en arrière de sa tête. La surface du panneau est dirigée vers la tête et le panneau est vertical. On ferme les yeux, on essaie de visualiser, de percevoir cette planche, ce panneau derrière sa tête. Le contrôle mental, visionnez cette planche. Le contrôle mental, contrôlez cette planche. On garde les yeux fermés. Ceux qui ne veulent pas l'essayer, c'est votre droit. Maintenant, ça ne vous coûte rien. Maintenant, ce panneau, on essaie, ou on réussit à le faire traverser lentement notre tête de bord en bord jusqu'à temps qu'il vienne se situer en avant de notre visage. Il traverse notre cerveau. Chez certaines personnes, il aura traversé trop rapidement. Donc, hors contrôle. Chez d'autres personnes, le panneau n'arrive pas à traverser. Et chez d'autres personnes, il va trop lentement. Évidemment, chez d'autres personnes, tout va bien. Lorsque le panneau est rendu en avant, on le refait traverser en arrière et on continue d'avant en arrière, en arrière en avant. Vous devez le faire traverser lentement et il doit traverser plein, filtrer votre cerveau. Donc, on doit avoir l'impression que quelque chose traverse notre cerveau. Et cela doit se faire régi par votre contrôle mental à la vitesse que vous désirez. Votre vitesse ne doit pas être transformée par la rapidité de la planche. Parfait, on ouvre les yeux. Je ne peux pas vous demander ce qui s'est passé. Je sais par expérience
à l'intérieur des cours que ce qui se passe normalement, c'est que la personne ressent des perturbations au niveau de la tête. Évidemment, on l'a fait 5 secondes, 10 secondes. Ce genre d'exercice est un exercice mental, un exercice qui développe plusieurs choses parce qu'il y a des millions de manières de l'expérimenter. Et au niveau du PMC, nous, on s'en sert de différentes manières, c'est-à-dire que cet exercice peut servir à plusieurs choses. Il sert entre autres à augmenter la dose d'énergie vitale au niveau du cerveau, donc à purifier notre cerveau. Purifier de quelle façon? Je ne veux pas trop embarquer à l'intérieur de ces mécanismes parce que c'est une purification d'ordre vital surtout, ce qui évidemment va engendrer une hypercirculation du liquide céphalorachidien et du liquide sanguin. Donc, il va amener lentement une purification de certaines substances toxiques, donc de toxines, au niveau des cellules neurologiques et gliales de votre cerveau. Ce genre d'exercice est un exercice qui, à la fois, exclut l'énergie de l'astral. Pourquoi? Parce que vous devez contrôler à votre rythme volontaire la vitesse de déplacement de cette planche. Tant que cela n'est pas fait, il y a coloration par l'énergie astrale. L'énergie mentale est donc sollicitée, le contrôle mental, et à un moment donné, la personne va sentir chez elle de la chaleur, une espèce de circulation au niveau de la tête, une espèce de gonflement cérébral sans douleur. Elle peut percevoir des douleurs cérébrales, et lorsqu'elle perçoit des douleurs cérébrales, cela est causé par une trop grosse tension psychologique d'un mal de tête bien ordinaire. Ce n'est pas l'effet de l'évolution ou l'effet de l'énergie vitale. Elle va ressentir des difficultés à ce que sa planche traverse, il y aura des noyaux, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Et lorsque la personne sent ce genre de choses, elle peut commencer réellement à percevoir que l'énergie circule. L'énergie ne circule pas nécessairement comme la planche que l'on a imaginée. Cette planche nous permet de localiser notre perception de la circulation d'énergie. Exactement comme lorsque je dis, pense à ton pied, concentre-toi sur ton pied et dis-moi ce que tu ressens. Au niveau du cerveau, l'homme ne connaît pas son cerveau. L'homme connaît le bout de son nez, l'homme connaît le bouton qui l'agace, l'homme connaît la beauté de ses yeux ou la laideur de ses yeux, mais l'homme ne connaît pas son cerveau. Cette planche permet simplement de localiser où on veut percevoir la circulation d'énergie à l'intérieur de notre cerveau. La planche n'a aucun autre effet que de permettre la perception. Ce n'est pas la planche qui est l'énergie qui circule. On pourrait dire cela. Dans l'ancienne tradition philosophique, on aurait pu dire ceci. Mais cela est faux. La planche, elle a une utilité, elle permet de localiser la perception. Lorsqu'il y a perception, nous percevons le déplacement d'énergie vitale, et lorsque nous pratiquons cette technique de temps en temps, elle amène à augmenter la circulation d'énergie vitale à l'intérieur du cerveau. Ce qui amène plusieurs choses au niveau de l'entretien cérébral. Je répète que la santé mentale découle de la compréhension des conséquences lors de la transformation de votre écosystème mental ou psychologique. Le fait de vouloir transformer l'écosystème de quelqu'un d'autre, si vous ne connaissez pas les conséquences majeures et complètes de son écosystème, c'est d'arriver à avoir des problèmes avec cette personne. Les parents éduquent. Qu'est-ce que c'est éduquer? Éduquer, cela veut simplement dire pénétrer dans l'écosystème d'un enfant, dans son écosystème psychologique, ou même alimentaire, physique, surtout psychologique lors de l'éducation, et d'essayer de transformer l'écosystème pour qu'il nous plaise. Ou pour qu'il soit efficace dans l'autre écosystème que nous appelons la société. Et à un moment donné, on a des enfants qui agissent de différentes façons et nous ne comprenons pas pourquoi. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas les conséquences. Parce qu'à l'époque de l'éducation de ces enfants, nous n'avons pas su comprendre les conséquences de notre éducation. Nous sommes intervenus dans leur écosystème psychologique, ce qui est une bonne chose lorsque l'homme connaît les conséquences. L'écologie psychologique est extrêmement importante pour pouvoir en arriver à maintenir une santé mentale. Je répète que l'homme ne doit pas, présentement, en ce qui vous concerne, rechercher la santé mentale, il doit surtout veiller à l'entretien de la santé mentale, et l'entretien de la santé mentale va être fait par l'entretien de tout ce qui découle ou de tout ce qui supporte cette santé mentale, donc la base, le corps physique. Les mécanismes de défense de l'homme sont des contextes illusoires, ce sont des idées que l'homme se fait
et l'homme va opposer ces idées-là, ces concepts-là, face à un événement, face à d'autres concepts. Alors, les mécanismes de défense de la psychologie, évidemment, les mécanismes de défense biologiques, disons que la médecine les connaît suffisamment bien. Et lorsqu'à un moment donné, on a un sida psychologique, c'est-à-dire où toutes les... Ah ouais, c'est ça, syndrome d'immunodéficience acquise. Alors, lorsque ça devient, on n'a plus d'immunité psychologique, nos défenses psychologiques tombent à l'eau. On est virtuellement garoché à toute vitesse dans un désordre mental ou émotif extrêmement dangereux. Ce qui arrive simplement, c'est que la base même sur laquelle tu reposais ta philosophie, sur laquelle ton écosystème psychologique se repose, est maltraité tout au long de ta vie. Et l'homme passe toute sa vie à remettre du mortier après cette base pour maintenir son intégrité psychologique. Et lorsque l'homme n'arrive pas à mettre suffisamment de mortier pour réparer la base, au fur et à mesure que la base est détruite par les événements ou par d'autres personnes, tout l'écosystème psychologique de l'individu s'effondre lorsque la base dégringole. Et lorsque, en religion, en philosophie, lorsque la base est tel sommet, ben, quand ça tombe, tu tombes avec le sommet, tu tombes de haut. Alors, ce qui arrive simplement, c'est que, et ça, c'est une chose, disons, c'est un peu imaginaire, la façon dont je vous parle, mais c'est exactement ce qui se passe. On a des conceptions spirituelles qui nous rassurent. On a des conceptions spirituello-mathématiques qui nous rassurent. On a des conceptions sociétaires qui nous rassurent. On a des conceptions politiques qui nous rassurent. On a des conceptions familiales qui nous rassurent, des conceptions professionnelles qui nous rassurent. Et ça, c'est notre base, qui est basée sur rien d'autre que la sécurité qu'elle nous apporte. Et lorsque la vie vient agresser cette base, lorsque nous perdons notre emploi, la base de sécurité professionnelle mange un coup. Lorsque la famille ne va plus, ou pas du tout comme on aurait voulu, cette base mange un coup. Lorsque le contexte scolaire, des études, ne va pas comme l'on veut et que cela mange un coup, donc c'est exactement comme si on avait un gros bloc de ciment qui est construit par toute cette sécurité psychologique que nous recherchons dans toutes nos expressions de vie. Lorsque cette base de béton, disons, est grugée par l'érosion de la vie, des événements, de d'autres personnes qui viennent nous dire que, bon, Dieu n'existe pas et après ta mort, il n'y a plus rien. Un autre vient te dire qu'il y a la réincarnation, que tu vas toujours revenir. Un autre te dit que, bon, vu que tu fumes, tu vas te réincarner en animal. Tu as tout plein de cossins comme ça qui fait qu'à un moment donné, toi, tu essaies de renflouer continuellement les agressions à ta base. L'homme passe sa vie psychologique à maintenir sa sécurité, à fuir ce qui pourrait nuire à sa sécurité. Donc l'homme est un perpétuel fuyard qui recherche quelque chose en avant de lui, puis lorsqu'il le trouve, la chose est toujours encore en avant, pas encore plus loin. Alors donc l'homme passe sa vie à recimenter cette base, et lorsque les agressions sont plus fortes que ce que lui peut recimenter, il y a danger de dépression. Dépression, on peut aller plus loin. On va jusqu'à Saint-Jean-de-Dieu avec le grain de blé. Bon. Alors, ce qui arrive simplement, c'est qu'un autre phénomène, l'immunodéficience acquise, psychologique, c'est lorsque la personne ne voit plus l'utilité à la vie. Lorsqu'une personne ne voit plus d'utilité à son intégrité psychologique, alors automatiquement, elle perd ses mécanismes de défense, ils ne sont plus inefficaces. Tout à l'heure, ils étaient inefficaces en ce sens qu'ils ne réparaient pas suffisamment rapidement et suffisamment solidement la base de sécurité psychologique, cette base de béton qui supporte l'ego. Lorsque tu n'as plus de défense, c'est simplement que psychologiquement, tu ne vois plus l'utilité de mettre l'énergie dans la défense de la base. Alors, tu laisses cette base s'auto-désintégrer. La vie vient la bouleverser, on la frappe un peu partout dans les événements, et elle se désagrège. Lorsqu'il n'y a plus de base, l'homme, l'humain, l'individu s'effondre complètement avec, et là, on le retrouve en s'effondrant. D'ailleurs, il peut aussi être précipité en bas du pont Jacques-Cartier. On peut le retrouver aplati en dessous de métro, on peut le retrouver dans un hôpital, on peut le retrouver dans plusieurs autres régions. Lorsqu'une personne n'arrive plus à suffisamment reconstruire sa base de sécurité psychologique, elle peut mandater quelqu'un d'autre pour construire cette base. Et ça, c'est la facilité et c'est aussi la pseudo-sécurité, le fait de mandater quelqu'un d'autre pour qu'il vienne reconstruire notre base de sécurité. Ce mandaté sera un maître, un gourou, une religion, une philosophie, une secte,
un organisme, un parti politique, un but dans la vie. Ce sera quelque chose qui pourra venir énergiser cette base de façon à la conserver intégrale. OK, pour cette question. Il y a des gens tantôt qui m'ont posé la question si l'exercice que tu nous as fait faire au niveau de la tête, s'il est applicable au niveau de d'autres organes, exemple le cœur, le foie, etc. Oui. Mais ça n'amène qu'une augmentation, une hyperstimulation vitale de l'organe. Une augmentation de la circulation vitale. Maintenant, c'est important de bien penser que l'organe doit être en santé ou presque en santé pour que ce mécanisme soit efficace. Sinon, il pourra être efficace sur un foie malade qui, par exemple, a trop d'énergie tellurique en lui, une maladie yin du foie, et lorsque nous faisons circuler l'énergie, si l'énergie qui s'adonne à circuler selon une heure particulière est de l'énergie yang, on aura la guérison du foie. Mais la personne ne connaissant pas tous les mécanismes qui régissent l'énergie vitale, de type solaire yang ou tellurique yin, pourrait à un moment donné faire circuler de l'énergie yin dans un foie qui est déjà trop plein de yin, donc la personne pourrait amplifier son malaise. Ça, c'est facile à voir. Si en faisant l'exercice, on amplifie, on arrête de le faire. Le faire une autre journée, disons qu'il y a plusieurs choses qui sont facilement assimilables, apprenables, mais disons trop longues à expliquer en conférence. On le fait d'ailleurs au niveau du PMC, mais il y a plusieurs méthodes qui permettent à la personne, selon plusieurs choses, de pouvoir bénéficier plus facilement de cette cure. Sauf que ce n'est pas une cure miraculeuse, je dis bien que c'est une méthode qui entretient la santé. Et ce n'est pas une méthode qui guérit un corps malade. Il y a d'autres méthodes pour guérir un corps malade. Elle entretient surtout la santé. Elle restaure lentement un organisme physique, mais ce n'est pas une méthode de curation, c'est une méthode d'entretien surtout. OK. On demande ici, un écosystème peut-il être modifié? Première partie. Si oui, pour quelle raison faudrait-il le modifier et dans quel but? Normalement, l'écosystème est modifié seulement par une énergie supérieure à l'écosystème, énergie qui sera exprimée par l'entité la plus évoluée de l'écosystème. Si nous prenons un écosystème social ou un écosystème continental, l'homme qui est en relation avec l'énergie extra-écosystème, donc pour l'instant supramentale, extraplanétaire, et qui est un bon canal de l'énergie supramentale, non pas la personne qui se croit, l'homme qui est une antenne supramentale, qui est réellement un bon canal, lui va automatiquement transformer l'écosystème, mais seulement parce qu'il est conséquentiel. Donc, il est écologique, donc il connaît les mécanismes qui régissent l'écosystème qu'il veut changer ou qu'il aura à changer de par son passage. Il connaît aussi les lois régissant les écosystèmes. L'humain conventionnel, l'humain qui est relié aux énergies de son écosystème planétaire, ne peut pas transformer un écosystème, il ne peut que vivre dans l'écosystème et parfaire l'expression des lois régissant l'écosystème. Par exemple, nous savons que si un incendie de forêt brûle une immense île, comme une île qu'on connaisse le nom, une des îles Galapagos par exemple, au niveau de l'écologie de cette île, il y a eu un bris par le feu. Le feu est écologique. Parce que le feu nourrit le sol. Parce que le feu amène du carbonate de potassium, entre autres, substance, un des sels les plus recherchés d'ailleurs en alchimie. Et ce feu est bon pour la Terre. Mais cela va prendre combien de temps avant que l'écosystème antérieur à l'incendie soit rétabli sur l'île? Ça peut prendre énormément de temps. Surtout dans une région tellurique où ce qui pousse sur ces îles-là sont typiques de ces îles-là. Si l'homme veut intervenir dans ce laps de temps écologique, il devra le faire en réinstaurant le même écosystème ou en détruisant complètement l'écosystème de l'île et en refabriquant un. Donc, l'homme expérimentera. Il ne réussira pas nécessairement. L'homme, présentement, les biologistes qui vont travailler sur cette île aux Galapagos vont travailler en fonction de recréer l'écosystème qu'il y avait avant l'incendie. De cette façon, l'homme ne vient pas déformer un écosystème, l'homme vient s'immiscer à l'intérieur et le replace d'une façon intégrale, similaire à ce qu'il avait.
Lorsque l'homme veut pénétrer royalement dans un écosystème et le modifier pour lui, car l'homme modifie toujours un écosystème en fonction de son écosystème à lui, de ses propres désirs, disons que présentement, tout ce que cela a donné a toujours été des désastres. L'homme, à court terme, ne voit pas le désastre, mais à long terme, on a toujours eu des séquelles, des retombées désastreuses d'une transformation de l'écosystème, lorsque cela est fait par une énergie qui est typique de l'écosystème. Donc, l'homme ne pourra intervenir comme il faut dans un écosystème et l'améliorer que s'il est conséquentiel et que s'il est régi par une intelligence extra-écosystème. Si l'on parle d'une société, normalement, c'est d'une énergie extra-sociétaire qui va venir modifier la société. Présentement, notre société, elle est bouleversée continuellement. Mais tout cela fait partie de l'écosystème de la société, c'est-à-dire qu'on a un parti en place qui tombe, un autre parti qui tombe, on revient. C'est le loup et le chevreuil. Donc, on ne déforme pas l'écosystème, même si à l'intérieur de l'écosystème, il y a des transformations qui sont innées à l'écosystème. C'est normal. Lorsque l'homme va vouloir transformer réellement l'écosystème, il sera régi par une énergie extérieure à l'écosystème. Présentement, l'écosystème de l'homme, celui qui régit l'évolution de l'humain, c'est un écosystème planétaire. Ce n'est pas un écosystème continental, national, familial, sociétaire, c'est un écosystème planétaire. Ce qui se passe au Bangladesh influence l'évolution de ce qui se passe en Amérique du Nord. Et ce qui se passe partout sur la planète influence partout sur la planète. Donc, c'est un écosystème planétaire et l'énergie qui pourra transformer l'écosystème planétaire devra être exprimée par un canal, disons, parfaitement adapté à l'expression de cette énergie. Et là, il y aura transformation de l'écosystème planétaire, du cadre d'évolution de l'homme. Question ici très stimulante, là. Quel est le rôle des électrochocs en thérapie? Je reviens immédiatement à une petite affaire ici. Pour quelle raison transformer l'écosystème? Simplement pour permettre à cet écosystème d'intégrer la nouvelle énergie qui descend. Et c'est pourquoi c'est toujours l'énergie supérieure qui transforme l'écosystème de façon à ce que l'écosystème puisse intégrer cette énergie. Lorsque l'homme arrive sur une île, ce n'est pas l'île qui transforme l'homme, c'est l'homme qui transforme l'île. Mais si l'homme est le moindrement conséquentiel, il s'arrange pour ne pas tuer toute sa nourriture, il installera des maisons, des huttes, il fera peut-être des champs, il aura peut-être des animaux à élever, mais il ne détruira pas l'écosystème de l'île, par contre il l'aura transformé. Et si on veut transformer l'écosystème de l'homme, une énergie supérieure à l'homme devra intervenir, et lorsque je parle de l'homme, je parle de l'apparence de l'homme présentement, parce que l'énergie supérieure à l'homme va faire partie de l'homme. C'est pour cela qu'on transforme l'écosystème, simplement pour permettre l'intégration de l'énergie supérieure à l'écosystème. Quel est le rôle des électrochocs en thérapie? Les électrochocs ont plusieurs rôles en thérapie, rôles qui sont insuffisamment connus par la médecine traditionnelle. Ils ont premièrement une influence sur la motricité neurologique, donc nerveuse, de l'homme qui subit l'électrochoc, c'est-à-dire que perturbant la transmission neurologique, on perturbe en même temps le récepteur, donc le cerveau. Perturbant le cerveau, nous perturbons différentes régions du cerveau, comme par exemple les régions dans lesquelles va siéger la conscience de l'astral, la conscience de l'émotion, de la mémoire, des désirs et de tout ça. Et perturbant cette région cérébrale, nous perturbons automatiquement l'expression de ces énergies. Alors, donner une drogue, par exemple, donner du Haldol à un patient, qui est un antipsychotique extrêmement puissant, qui équivaut à une lobotomie passagère, c'est venir intervenir dans la matière physique. L'électrochoc intervient à l'intérieur de ce genre de matière. Par contre, l'électrochoc a aussi une grande résonance dans l'énergie vitale de l'homme. L'énergie vitale de l'homme, c'est l'énergie qui anime l'homme, qui fait vivre l'homme, et c'est aussi et surtout l'une des grandes énergies qui va servir l'astral, c'est-à-dire une énergie qui va nourrir l'astral, qui va donc nourrir l'émotion, les désirs et tout ce phénomène. Lorsque nous donnons des électrochocs à une personne qui a des problèmes psychiatriques, nous pouvons restabiliser son énergie vitale, nous pouvons déstabiliser l'énergie vitale. De toute façon, nous nuisons à l'expression de l'énergie psychologique. Rarement et très rarement, l'électrochoc va détruire une parcelle de la mémoire psychologique et régler le problème. Par contre, le laps de temps où la matière physique qui exprime l'énergie psychologique
le laps de temps où cette matière reste perturbée, soit parce que son degré de vibration est augmenté ou en dissonance avec l'énergie astrale, le problème paraît résolu, la personne peut être calmée. Alors, c'est surtout ça. Et évidemment, un autre genre d'électrochoc en thérapie qui est vraiment utile, c'est lorsqu'on essaie de ranimer un cœur. OK. La santé de tous les corps dépend de la santé du corps physique. Ai-je bien compris? La santé de tous les corps dépend de prime abord du corps physique. Lorsque le corps physique est en parfait état, le corps vital a tout ce qu'il faut pour être en parfait état. Maintenant, le corps physique peut avoir des accidents, on le sait. Donc, le corps physique, la santé intégrale du corps physique dépend du corps physique, dépend de ses mécanismes de défense et dépend aussi du milieu dans lequel il évolue. Lorsqu'un auto vous frappe, vous allez pas avoir des anticorps, ça détruira pas le char avant qu'il vous dérange. Au niveau vital, c'est-à-dire que si le corps physique est en parfaite santé, on a sans doute un corps vital en parfaite santé, ce qui aide énormément à l'expression d'énergie supérieure du plan de l'astral. Maintenant, dans l'écosystème vital, dans l'écosystème astral, dans l'écosystème mental, donc dans le milieu de l'énergie vitale, on a aussi des accidents. C'est-à-dire que lorsqu'une personne, par exemple au niveau vital et astral, émotif, lorsqu'une personne subit un choc émotif, lorsqu'une personne assiste à un événement où son écosystème psychologique mange un coup. Alors, au lieu que l'auto vienne te frapper, elle frappe ton ami. Alors, ton intégrité physique est conservée, mais ton intégrité psychologique mange le char. Alors, ce qui fait que, de prime abord, si une personne veut simplement s'améliorer, si une personne veut essayer de vivre le mieux possible, si une personne veut essayer de comprendre ce qui se passe, elle doit de toute façon le faire dans un corps en santé. Par après, il restera quelques petits incidents vitaux à régler, quelques petits incidents psychologiques à régler, c'est-à-dire que les incidents psychologiques sont incommensurables, ils sont immenses, il y en a des tonnes et des tonnes. Mais l'homme peut les affronter d'une façon drôlement plus efficace s'il est déjà énergisé par un support, par une base en forme. Donc, si l'homme psychologique vit des manipulations dans de l'astral, suit les rythmes de fluctuation de la vibration astrale sociétaire, politique, de la mode ou de n'importe quoi, au niveau de notre société, alors si la personne est là, une intégrité physique, un bon corps physique en bonne santé, cela n'a aucun rapport à savoir si la personne est dans une chaise roulante ou non. Je parle d'une santé et non pas d'une apparence de santé. Donc, si la personne a une bonne santé physique, une bonne santé vitale, elle pourra résister d'autant plus aux agressions de l'astral et elle pourra facilement travailler avec son énergie mentale, étant donné que les énergies de l'astral bas ne peuvent à peu près pas s'exprimer dans une personne qui a une bonne santé physique et vitale. Et une bonne santé physique ne veut pas dire beaucoup de muscles. Je dis bien que la santé physique n'a pas rapport à l'apparence de santé, mais à la réalité de la santé chez l'homme. Comment une personne physiquement très malade peut-elle se guérir uniquement par son mental? Une personne physiquement très malade peut avoir de grandes difficultés à se guérir par son mental, étant donné que la vibration du mental est limitée par la vibration de l'astral, qui, elle, est limitée par la vibration du vital et du physique qui est malade. Lorsque la personne commence à guérir, elle a plus facilement de volonté pour guérir. Et tant que la personne descend sa maladie, elle est aussi souvent dépressive comme la maladie. On assujettit souvent le mécanisme de la guérison à la remontée du moral. Tout à l'heure, j'exprimais bien que la remontée du moral va avec la remontée de la guérison. Et si on énergise une personne en lui remontant le moral, on bloque ce qui limitait la guérison, mais on n'aide pas la guérison. Normalement, la guérison tend à se faire d'elle-même. Elle est habituellement toujours limitée par l'homme. Lorsqu'un homme est libre, normalement, la guérison tend à se faire. Une personne qui est dans le coma va voir plusieurs choses en elle se guérir d'une façon plus rapide que des personnes qui auraient les mêmes maladies ou les mêmes fractures si elles sont conscientes. Sauf si les personnes conscientes ont un bon moral, donc n'aident pas à la guérison, mais ne nuisent pas à la guérison. Donc, la personne qui ne nuit pas à sa guérison laisse libre cours à l'écologie normale, celui de donner un corps en santé. Une personne gravement malade
doit évidemment voir dans sa psychologie si sa santé mentale, sa santé psychologique est en accordance avec un corps physique en santé ou si c'est en accordance, en résonance avec un corps physique malade. Et ça, c'est important, parce que l'écosystème de la personne malade et qui est malade une longue maladie ou qui est malade depuis longtemps, une grave maladie ou qui est malade depuis longtemps, son écosystème psychologique vibre normalement en harmonie avec un corps malade. Cette personne qui veut guérir, en réalité, ne veut pas guérir. Elle devra trop se transformer. De toute façon, tu es un peu dans le domaine des guérisons, alors disons de la médecine, alors ce qui fait que tu sais qu'on a des personnes qui viennent voir le médecin, et lorsque le médecin commence à trouver que ça s'améliore, la personne ne vient plus. Et souvent, ceux qui pratiquent la médecine douce, la médecine naturelle, vont voir ce genre de cas. Pourquoi? Parce que ces personnes ont déjà laissé la médecine normale, la médecine traditionnelle, parce qu'ils voyaient une amélioration, et elles préfèrent se remettre à un médecin naturel. Lorsqu'il y a encore amélioration, elles s'en vont. La majorité des personnes ont une santé mentale totalement correcte, qui vibre en harmonie avec un corps qui va en harmonie avec la santé mentale. Et plus souvent qu'autrement, ce corps est un corps qui n'est pas en santé. Je répète que l'harmonie, c'est lorsqu'on a un écosystème qui a une bonne relation et quand chaque élément a suffisamment de possibilités d'expression. Il y a harmonie dans l'écosystème. Donc, on a des personnes qui sont malades et qui consciemment veulent guérir et qui inconsciemment ne veulent pas guérir. Elles sont en harmonie avec un corps malade. Mais leur ego est en harmonie avec l'idée d'une personne en santé. Si cette personne malade, et là, c'est extrêmement important, si on voudrait guérir, et lorsqu'on est malade, la personne qui est malade devra trouver une raison intelligente à sa guérison. Et elle commencera à guérir. Lorsque c'est un désir de guérir, il n'y a aucune raison pour que l'univers ou pour qu'une énergie vienne. L'émotion ne dirige pas les énergies. Elle en fait circuler des énergies, mais elle ne les dirige pas. L'émotion n'est pas le maître de l'énergie. Elle fait circuler des énergies, mais n'importe comment. Lorsque la personne aura trouvé une idée intelligente de guérir, elle est importante, cette personne. Il ne faut pas qu'elle se croie banale. Mais l'univers continue à tourner même si elle est malade. Lorsqu'elle aura trouvé une seule raison intelligente et non pas émotive de guérir, elle pourra guérir. Et elle guérira suffisamment rapidement. Mais lorsqu'elle aura une raison intelligente de guérir. Donc, tout le combat là, se fait à ce niveau-là. C'est sans justement remonter. Il n'y a même pas de combat. C'est ça, il ne faut pas que tu remontes le moral de la personne. Pourquoi vous voulez être riche? Avez-vous une raison intelligente, pas émotive? Si vous n'en avez pas, vous risquez de travailler, de lutter. Lorsqu'on a une seule raison intelligente, qui veut dire conséquentielle, mais je ne parle pas d'une raison, une fois guéri, je vais m'occuper plus de mes enfants, je vais m'occuper plus de mes parents, je vais m'occuper plus de ma grand-mère. C'est pas une raison intelligente. C'est un pacte que l'on fait avec les forces de l'astral pour que celles-ci viennent nous donner ce que nous voulons à la condition que nous soumettions après à l'esclavage de l'astral. Une raison intelligente. Je vous définis pas c'est quoi parce que la définition que je vous donnerais pourrait devenir votre raison. Et ce serait pas votre raison. Mais une seule raison intelligente de faire quelque chose nous rend la chose faisable. Très faisable, très rapidement. Certaines personnes vont avoir des pactes avec les forces de l'astral, vont devenir riches, mais ils vont en souffrir. La personne ici, si elle ne veut pas avoir de problème, elle devra simplement fouiller sans se casser la tête, trouver une raison intelligente de guérir. Et elle sera en santé. En santé de guérir. On demande ici, qu'est-ce qu'une psychose? Une psychose, c'est une maladie psychologique qui découle normalement d'une phase qu'on appelle névrose, qui découle normalement d'une phase normale, qu'on appelle normale. Parce que, comme cela a déjà été dit, la planète Terre est une immense asile. C'est un immense hôpital psychiatrique. Donc, à travers les patients de cette planète Terre, on a des patients qui ont une certaine efficacité, d'autres qui en ont un petit peu moins, donc qui se détachent un peu de cette pseudo-réalité, ou qui n'ont pas une perception efficace de la réalité. Et plus l'on s'éloigne de ce contact ou de cette perception efficace avec la réalité, plus l'on tombe dans des phases que
l'hôpital planétaire nomme pathologique. Une personne qui est névrosée, par exemple, est une personne qui va avoir son monde à elle. La majorité de ceux qui évoluent en ésotérisme, en spiritualité, dans des formes de philosophie, un peu dans tout ce qui tend à faire évoluer l'homme, reflète un peu ce caractère névrotique. Lorsque la personne devient inefficace à cause de son travail d'évolution, elle est psychotique. Et ça, c'est important. C'est un rapport évidemment à la santé mentale, de ceux qui se conscientisent du moins. Lorsque vos concepts, lorsque votre cheminement tend à vous rendre inefficace dans le vécu de votre écosystème de la société, vous devenez névrosé et psychotique. Vous souffrez de psychose. Lorsqu'une personne se dit extraterrestre et qu'elle connaît tout, et de temps en temps elle veut tout transformer, elle n'a aucune conséquentialité dans ses actes, et elle ne veut pas travailler, elle est extraterrestre, quand elle va avoir suffisamment faim, les soucoupes volantes vont venir lui porter des bananes, automatiquement cette personne, on doit la nourrir, on doit l'habiller, on doit la laver, elle est psychosée. La psychose dépend simplement d'un mécanisme perturbateur à l'intérieur de l'écosystème, c'est-à-dire que l'écosystème psychologique est déterminé par chaque élément de l'écosystème et évidemment les capteurs de ces éléments. C'est-à-dire que mes sens vont m'amener de l'information. Lorsque mon écosystème est divisé en deux, lorsque j'ai mon idée et que l'autre côté j'ai ce que mes sens perçoivent et que j'essaie de prendre mon idée pour l'exprimer à l'encontre de ce que je perçois, je deviens psychotique. Donc, je souffre de psychose. Je ne suis plus en relation avec ce que nous appelons la réalité, je suis avec ce que vous appelez la réalité, je suis en relation avec ma réalité. Ma réalité que je calcule comme étant la réalité. Ce qui est, remarquons-le, l'apanage de la majorité des humains de la planète. C'est pourquoi nous disons que la planète Terre est un immense hôpital psychiatrique. Mais lorsque la personne ne peut plus être efficace, elle est psychotique. Lorsque la personne est efficace, mais bizarre, disons, elle est névrosée. Et lorsque la personne, elle est efficace, mais elle est normale, c'est-à-dire qu'elle souffre, qu'elle a des dépressions, qu'elle prend quelques pilules, qu'elle essaye la drogue, qu'elle magasine une religion, qu'elle change continuellement, on dit qu'elle est normale. Pourrais-tu parler un peu des relations d'influence entre les différents écosystèmes chez l'humain et l'état actuel de l'humain à ce niveau-là? Présentement, l'homme a à peine échelonné ses découvertes de l'écosystème physique. La médecine ne connaît pas l'intégralité de l'écosystème du corps. Les biologistes ne connaissent pas tous les lois et les mécanismes de l'écosystème planétaire, de la flore, de la faune et des minéraux. On est au début de la découverte de l'écologie matérielle. En ésotérisme, disons, avancé, on connaît évidemment d'autres phases d'écologie, l'écologie vitale, l'écologie psychologique, l'écologie mentale, et beaucoup plus loin, dans quelques centuries, on aura une écologie supramentale. La relation entre les différents systèmes écologiques de l'homme. Sachons en partant que l'homme est un écosystème complet. C'est-à-dire que dans cet écosystème, il y a plusieurs écosystèmes qui s'interpénètrent et qui s'interrelient. Lorsque l'homme arrive à être en relation, en connaissance, conscient de cet écosystème qu'il est lui, l'homme arrive à être en connexion avec le plan. Ce fameux plan qui dirige l'évolution, un plan qui n'est en fait que l'expression d'interrelations causées par la friction du temps et de l'espace. Lorsque l'homme, l'écosystème de l'homme est donc une sphère qui contient, cette sphère ici contient une écologie mentale, psychologique ou astrale, vitale et physique. Mais l'homme qui évolue se doit donc de connaître l'écosystème complet de son schéma d'évolution, c'est-à-dire le bloc qui évolue, et ce bloc doit connaître l'écosystème de chacun des petits constituants de ce bloc.
des feuilles. On a aussi l'écologie des racines. On a l'écologie du sol qui nourrit les racines. L'écologie de l'air qui nourrit l'arbre. Du soleil qui nourrit l'arbre. Mais tout ça ensemble forme l'écologie. Et on a des écosystèmes à travers cette écologie. L'homme, donc, qui tend à vouloir évoluer, se doit de prendre conscience des relations qui existent entre chacun de ces écologies, de ces écosystèmes. Donc, l'homme doit prendre connaissance et l'homme doit prendre conscience, à un moment donné, des relations qui vont exister entre le plan mental et le plan astral, entre le plan astral et les autres plans. Donc, l'homme qui voit cette évolution, l'homme qui veut cette évolution, va travailler évidemment sur la base, le corps physique, mais il travaillera en relation avec les autres écosystèmes. Disons que de parler d'une façon élaborée de l'écosystème physique, c'est compliqué. On a des cours spéciaux dans les universités qui durent quelques années, on appelle ça de la médecine. Parler de l'écosystème vital, on a un petit peu de début de ces cours dans la médecine de l'acupuncture, par exemple, des massages, enfin tout ce qui est retiré de l'acupuncture. Mais c'est un début parce que c'est beaucoup plus vaste maintenant aujourd'hui. L'écosystème psychologique, on a toute la psychologie, la psychiatrie, la psychanalyse et l'ésotérisme psychologique qui en traite. Et l'écosystème mental, on n'a que l'ésotérisme mental qui en traite. Donc, en parler ce soir, disons, je ne peux pas parce que c'est extrêmement trop vaste. Plusieurs formes de cours ou d'enseignement se donnent en rapport avec ces choses-là. Par contre, l'homme qui expérimente, c'est-à-dire l'homme qui vit, doit simplement essayer de voir pourquoi il se passe certaines choses quand il y a certaines choses. Donc, il va lui-même découvrir les relations entre ces écosystèmes. Tout ce que nous pouvons savoir, ou tout ce que je peux vous dire pour l'instant ce soir, vu le temps, c'est que chaque écosystème vibratoire influence automatiquement l'autre écosystème, soit supérieur, soit inférieur à lui. Lorsqu'un arbre meurt, il influence l'écosystème de l'écureuil qui habitait l'arbre, des oiseaux qui venaient là, des animaux qui prenaient l'ombre, des plantes qui poussaient en dessous, de même que les arbres qui étaient étouffés par cet arbre-là. Donc, tout change. Chaque fois qu'on a une perturbation, bonne ou mauvaise, dans un écosystème, qu'il soit mental, vital ou autre, on a automatiquement une influence dans les deux autres écosystèmes qui sont sous-jacents. Celui qui est en dessous, celui qui est en haut. Alors, c'est une relation qui est extrêmement propre. Relation qui a même fait dire à un moine bouddhiste que lorsque tu arraches une fleur, tu ne peux faire autrement que de déranger une étoile. La relation chez l'homme, c'est la même. Chaque chose entraîne automatiquement un paquet de retombées, positives ou négatives. Lorsque ces retombées ne brisent l'écosystème évolutif de l'humain, on appelle cela un karma négatif. Lorsque l'écosystème de l'humain est en harmonie, que tout cela va bien, automatiquement on a un karma positif. Donc l'homme vit en santé sur tous ses plans. L'évolution de l'homme est une évolution qui se doit d'être écologique, donc l'homme doit comprendre les conséquences. Pour que l'homme puisse comprendre les conséquences, l'homme doit connaître les mécanismes qui vont régir les conséquences. Donc l'homme doit savoir que l'écureuil existe. L'homme doit savoir que quel genre de choses existent. Donc, au niveau d'évolution de l'homme doit se connaître. Se connaître par l'anomie, par le nom. L'homme doit connaître les constituants de lui-même. L'homme doit connaître les relations entre ses constituants. L'homme doit connaître les relations entre chacun de ses plans, physique, vital, astral, mental, entre eux autres. L'homme doit ensuite connaître, et c'est en dernier lieu, l'homme doit ensuite connaître la relation de son microcosme, de lui en entier sur tous ses plans, avec l'univers dans lequel il évolue, le milieu ou le macrocosme. Cela paraît extrêmement compliqué et vaste. Mais remarquez bien que le nombre d'années que vous avez parcouru à la recherche de certaines choses est beaucoup plus vaste que le fait d'étudier une chose de base, qui, de toute façon, est correcte, est intelligente parce que logique. Donc, l'homme qui évolue se doit d'évoluer sur tous ses plans, d'essayer de faire en sorte que chacun de ses plans puisse connaître l'autre plan. L'homme doit découvrir en lui où sont placés ces différents écosystèmes pour qu'il puisse enfin les étudier et les connaître. L'homme qui évolue au hasard est comme le biologiste
qui essaie une nouvelle sorte de pesticide dans la nature. Et lorsqu'il se rend compte que ça tue ce qu'il voulait et que ça tue ce qu'il voulait aussi garder, que par après ce n'est pas biodégradable, que ça pollue l'eau, que ça cause des maladies, l'homme se dit « j'aurais pas dû faire ça ». Et l'homme restait une autre solution au hasard. L'homme évolue comme cela, l'homme évolue sur tous les plans comme de cette façon. Donc, les relations entre ces différents écosystèmes sont des relations immédiates et très assujetties. Elles s'interpénètrent. Il n'y a pas de séparation très évidente entre chacun de ces écosystèmes, comme il n'y a pas de séparation très démarquée entre chacun de ces plans vibratoires. On demande ici, parlez-nous de l'influence de la musique archidissonante sur les différents corps de l'homme. La musique est une expression d'énergie. Elle peut être en harmonie avec une personne, elle peut être en inharmonie avec une personne. La musique peut être en harmonie avec un organe particulier. Elle peut accélérer la digestion, elle peut constiper, elle peut accélérer le rythme cardiaque. La musique peut être en harmonie avec des parties corporelles comme l'hypothalamus, comme l'hippocampe, des parties du cerveau. Donc, elle va accentuer le retour mémoriel et la dynamisation de la psychologie chez l'homme. Donc, on a des musiques qui vont pseudo-relaxer, qui vont stresser, qui vont donner du pep, qui vont entraîner l'homme. Tous ces phénomènes musicaux sont des phénomènes manipulateurs qui sont reliés au plan physique, mais par l'intermédiaire du récepteur physique, atteignent le plan de la psychologie. Les musiques dissonantes sont des musiques qui créent chez le récepteur, chez celui qui écoute, chez l'auditeur, une vibration qui n'a aucun rapport avec la vibration normale de l'auditeur. Celui-ci ne pourra donc pas aimer cette musique, et cette musique, si elle persiste, elle peut, à la longue, finir par plaire à la personne. Donc, elle transforme la personne, elle rabaisse son taux vibratoire ou elle l'augmente, dépendant évidemment de la musique. Et cela peut aussi amener un stress incalculable, un immense stress dans la psychologie de la personne, parce que la vibration de l'astral qui résulte de l'audition de cette musique est en dissonance complète avec l'ego. Ça énerve. Les musiques que nous connaissons aujourd'hui sont, de par la vaste gamme d'instruments musicaux, de par la puissance de nos haut-parleurs, de par les rythmes électroniques calculés, c'est une musique qui peut amener, et cela peut paraître assez spécial, la stérilisation de l'espèce humaine, comme le disco. Cela peut amener la guerre, la folie de tuer, de détruire chez l'espèce humaine, comme plusieurs autres genres de musique que l'on connaît bien. Cela peut amener aussi l'esprit psychologique de l'homme à s'attacher à l'égrégore salvateur de l'astral, comme certaines autres musiques, comme les musiques grégoriennes, comme d'autres genres de musique que l'on connaît. Alors, ce qui fait que la musique, elle a un rôle, elle a un effet très important chez l'homme. Certaines personnes ne peuvent vivre sans musique, elles doivent dormir avec de la musique, elles doivent marcher avec de la musique. Pourquoi? Parce que cette musique vient créer dans la psychologie mémorielle de l'astral des remous perturbateurs qui font maintenant partie de l'écosystème de la personne, de l'écosystème psychologique. Cette personne a donc une santé mentale, une santé psychologique correcte, mais qui n'est pas en relation avec l'énergie mentale. Et si l'énergie mentale veut intervenir à l'intérieur de cette écologie, là, il y aura une maladie mentale, une dissonance. La personne aura des troubles. Quand je dis maladie mentale, je ne parle pas nécessairement d'une maladie que l'on traite avec des électrochocs. Elle peut se traiter seulement avec des petites claques. Donc, la musique, c'est quelque chose qui a aidé l'homme à évoluer, qui va encore, pendant un léger laps de temps, aider l'homme à évoluer. Maintenant, la musique, à un moment donné, va freiner l'homme dans son évolution. Elle va freiner l'homme dans son évolution parce que la musique ne peut pas monter en vibration plus haut que ce qu'elle est. Donc, lorsqu'elle empêchera l'homme de se dégager de la musique, d'ailleurs, tous ceux qui sont présentement pris de cette drogue sont déjà limités dans leur évolution. Il n'y a pas de maladie mentale, il y a limite dans l'évolution, c'est-à-dire que les énergies supérieures à l'énergie musicale ne pourront pas s'exprimer.
Présentement, la musique est quelque chose qui n'est pas encore nuisible, quoique elle a une tendance de plus en plus évidente à devenir pathologique. On a beaucoup de psychosés d'ailleurs qui sont connectés sur leur Walkman. Lorsqu'une longue habitude veut être éliminée, exemple l'habitude de fumer, comment faut-il s'y prendre pour éviter un déséquilibre qui pourrait être dangereux pour la santé mentale? Probablement qu'on parle d'un écosystème par rapport à un autre. Là. Deuxième partie qui va ensemble, comment déterminer si une habitude est bonne ou néfaste pour son écosystème? Bon. Pris de loin, l'habitude est toujours néfaste. Lorsque une longue habitude, peut être éliminée, exemple fumer, comment faut-il s'y prendre pour éviter un déséquilibre qui peut être dangereux pour la santé mentale? Et évidemment, quand on parle de santé mentale, c'est sûr que la personne qui est plus stressée parce qu'elle doit arrêter de fumer, elle n'a plus sa santé mentale. Elle n'est pas un malade mental. Pour régler ce problème, tout ce que l'homme doit faire, c'est simplement, comme tout à l'heure je le disais au niveau de n'importe quelle pathologie, c'est de trouver une raison intelligente à ce mécanisme, à cet arrêt de fumer. Si la raison intelligente, c'est la santé, est-ce que vous vivez réellement le besoin de la santé physique? Sinon, c'est une raison intellectuelle, mais ce n'est pas une raison intelligente. Donc, les mécanismes de protection de l'écosystème vont automatiquement se mettre en marche pour empêcher cet état de choses, donc pour vous empêcher d'arrêter de fumer. Je répète que la seule chose qui peut transformer en améliorant un écosystème est une énergie supérieure à l'écosystème. Lorsque l'homme trouve une raison intelligente, pas intellectuelle, pas émotive, cette raison est une énergie qui est automatiquement extérieure à l'écosystème et automatiquement, cela va prendre un léger laps de temps, mais sans effort. L'évolution se doit d'être facile. Et sans effort, la personne arrêtera de fumer. Sans effort, elle peut aussi recommencer à fumer, mais c'est simplement parce que l'énergie dynamique de cette raison intelligente finit lentement par être intégrée, donc elle s'efface. L'énergie intellectuelle peut faire en sorte qu'une personne cesse de fumer. Les raisons médicales, les raisons de santé, les raisons philosophiques sont des raisons qui peuvent être intellectuelles. Mais ce ne sera pas nécessairement suffisant pour dynamiser de façon certaine la personne pour qu'elle arrête de fumer. Donc, c'est trouver une idée, une seule raison intelligente. Un de mes confrères a déjà dit à un moment donné que si vous aviez de la foi gros comme un petit grain, vous pourriez parler à une montagne et lui dire de s'en aller, elle s'en irait. L'humain de l'époque n'avait rien d'autre comme capacité énergétique que celle de la croyance, celle de l'imagination. La foi, c'est de l'aide de l'imagination poussée à un point tel qu'on la transmute en réalité, non exprimée, donc potentielle. L'homme d'aujourd'hui peut faire beaucoup mieux, mais il ne doit plus s'assujettir, s'investir de pouvoir de croyance, de pouvoir d'imagination. Ce n'est pas la foi, maintenant, qui va transformer l'humanité qui a été mise au monde par la foi. C'est l'intelligence, la compréhension. Et lorsque vous avez une seule raison, une seule motivation intelligente, grosse comme un petit grain, c'est officiel que vous allez avoir la résultante immédiate. Pour plusieurs raisons techniques, pour plusieurs raisons mathématiques, une chose qui est certaine, c'est que lorsque vous comprenez l'intelligence, l'utilité d'un état, d'un mouvement, de quelque chose, c'est que le temps est là pour que cette chose s'accomplisse. Lorsque l'homme ne voit pas une seule maudite raison intelligente à se tenir en santé, non pas une raison intellectuelle, une raison intelligente, lorsque vous allez avoir une petite raison intelligente qui va vous habiter, elle va être suffisamment énergisante pour dynamiser votre corps jusqu'à ce que chacune de vos cellules soit transformée.
vous allez être cette raison. Autant que vous êtes la colère quand vous êtes en colère, autant que vous êtes la paresse quand vous êtes paresseux, autant que vous êtes tout ce que vous êtes émotivement quand vous êtes dans cet état. Vous n'êtes pas en peur, vous êtes la peur. L'homme ne peut le comprendre parce que l'homme s'arrange toujours pour se connaître en se regardant dans un miroir et il voit la peur. J'ai peur. L'homme ne possède pas la peur, l'homme devient la peur. Lorsque l'homme devient la raison intelligente, l'homme devient la raison intelligente. Autant qu'il a peur, il est cette raison. Si vous avez une petite raison intelligente, non pas intellectuelle, émotive ou quoi que ce soit, d'avoir, de faire, de viser, d'être quelque chose d'autre, vous allez l'être instantanément. C'est assez facile à dire. Le faire, c'est autre chose parce que vous risquez fortement de croire ce que je dis et de mettre votre énergie dans la foi en ce que je viens de dire et non pas dans cette raison intelligente. Cela serait aussi stupide que de prier un crucifix quand le crucifix devrait simplement servir de canal pour amener votre esprit, votre pensée à se concentrer sur ce que le crucifix représente. Et l'homme se concentre sur le crucifix où il reste. Moi, je prends mon doigt, je vous montre une étoile. Vous regardez le doigt. Vous ne verrez jamais l'étoile. Lorsque l'homme comprend certaines choses, lorsque l'homme apprend certaines choses, il ne dynamise, il ne vit que ce qu'il a appris, que l'outil. Si vous avez une raison intelligente de faire quoi que ce soit, ça va être fait. Parce que automatiquement, vous allez faire la volonté de ce qu'on peut appeler le Père. Et automatiquement, lui va faire votre volonté. Ayant toutes les misères à s'observer soi-même tel que l'on est, comment peut-on connaître notre écosystème et agir avec harmonie? Qu'est-ce qui fait dire à l'homme qu'il a de la difficulté à se connaître lui-même? Pourquoi l'humain est-il toujours en train de dire qu'il n'arrive pas à faire quelque chose? Ayant toutes les misères à s'observer soi-même, et ça, c'est l'apanage de l'humain, non pas d'une personne, tel que l'on est. Prenez bien conscience de ceci. Si vous avez de la difficulté à vous observer tel que vous êtes, cela veut dire que vous savez comment vous devriez être. Sinon, qui vous dit que ce que vous observez n'est pas vous? Et que, au lieu de voir vous, vous recherchez à voir ce que vous devriez être, que vous appelez être. Si vous ne pouvez pas vous observer tel que vous êtes, c'est que vous savez présentement que ce que vous êtes n'est pas vous. Donc, vous devez savoir qui vous êtes. Sinon, avec quoi vous vous comparez pour savoir que ce que vous observez, c'est pas vous? C'est pas ce que vous voulez être. Ce que vous observez n'est pas ce que vous voulez être. OK. Mais ce que j'observe n'est pas ce que je suis. Vous prenez ça où? L'homme s'évertue à se nuire. Ayant toutes les misères à m'observer moi-même tel que je suis, comment puis-je arriver, comment peut-on connaître, comment puis-je connaître mon écosystème et agir en harmonie? Être en harmonie ne veut pas dire agir en harmonie. Être en harmonie, c'est l'état qui va permettre chaque écosystème d'agir avec l'autre. Et vous allez être en harmonie. Vous allez agir avec d'autres écosystèmes pour créer une société harmonieuse. Mais l'homme qui s'observe est ce qu'il voit. C'est pas pour rien que l'homme recherche toujours d'autres choses et que l'homme refuse de se voir comme il est. L'homme ne doit pas se culpabiliser de se voir comme il est. Mais l'homme ne doit pas non plus essayer de bâtir une base somatique, une base au-delà de la base, une base sur un sommet, auquel l'homme va pouvoir dire « je dois essayer d'être moi-même ». Mais c'est quoi être vous-même si c'est pas ce que vous êtes déjà? Parce que si c'est être d'autre chose, comment pouvez-vous savoir que vous n'êtes pas vous-même si vous ne savez pas c'est quoi ça vous-même? Cela paraît banal, mais c'est extrêmement important.
On base sa recherche sur des conceptions intellectuelles, philosophiques, apparemment logiques, donc idéologiques, conceptuelles, mais on n'essaie pas de voir si on a une seule raison intelligente de faire quelque chose. Moi, lorsque je m'observe, je me trouve beau. Mais je suis dans une énergie pour me trouver beau. Est-ce que cela veut dire qu'en réalité, je suis laid? Et lorsque je m'observe, je me trouve laid. Est-ce que cela veut dire que je suis beau? Pourquoi l'homme qui s'observe constate-t-il que ce qu'il voit n'est pas lui? Parce qu'il ne veut pas que ce soit lui. Parce que l'homme a un idéal plus beau. Parce que l'homme a un idéal plus simple. L'humain n'est pas ce qu'il pourrait être, mais l'humain est ce qu'il est. Et la relation entre chaque humain est ce qu'elle est. Et les besoins de relation sont ce qu'elles sont. Dans ce cadre précis, il n'y a rien à transformer, rien à changer. Il n'y a rien de transformable, sinon on devient des désasteurs et l'on crée des désastres. Qu'est-ce que l'homme doit faire? L'homme doit simplement s'ouvrir à une énergie supérieure à lui, qui, elle, aura l'intelligence nécessaire, parce qu'elle englobe le tout, elle englobe l'écosystème planétaire de l'homme, ce que l'homme ne peut pas voir, et cette énergie pourra transformer. Vous n'avez pas à vous améliorer, vous n'avez qu'à vous mettre en contact avec une énergie supérieure. Cela veut dire donner sa chance au mental pour que le mental entre en contact avec une énergie de l'intelligence active, celle du supramental, de l'Esprit Saint, de Dieu, de n'importe quoi. Donner sa chance au mental, cela veut simplement dire faire ce que déjà vous faites. Et lorsque vous allez être prêt à faire mieux, vous allez faire mieux. De temps en temps, on annonce partout sur la planète une religion, un cours. Ici aussi, on en annonce. Lorsque vous êtes prêt, c'est-à-dire que lorsque vous, comme vous êtes en résonance avec l'essai de quelque chose, ou un cours, une philosophie ou une religion, vous y allez. Ce n'est pas vous qui décidez d'y aller, parce que tous ceux qui présentement ne veulent pas faire, par exemple, le programme Maître Contrôleur, ne décident pas qu'ils ne veulent pas le faire. Ils ne sont pas attirés, ou ils ne peuvent pas par le temps. Et lorsqu'ils se sentiront attirés, ils feront le cours. Ils n'auront pas décidé de faire le cours. Lorsque vous rentrez dans une religion, vous êtes attiré. Vous êtes trop épeuré en arrière. Mais vous ne décidez pas. L'humain va simplement se perfectionner par un intégrant des énergies supérieures à ce qu'il est. Mais l'homme se connaît comme il est, mais l'homme refuse de se connaître comme il est. L'homme aimerait se voir comme il imagine qu'il devrait être. On n'a aucune difficulté à se voir. Regardez-vous dans un miroir, puis observez l'effet que ça fait chez vous. Regardez-vous quand quelqu'un vous crie des bêtises et observez ce qui se passe. Regardez simplement votre vécu, tout ce que vous faites, et vous êtes ça. C'est pas laid, c'est pas dégradant, c'est humain. Le mot de bonne excuse pour rester de même. Mais c'est normal. La planète Terre est un immense hôpital psychiatrique. Faudra s'en faire. Comment peut-on connaître son écosystème? Mais en s'observant comme on est. Et en observant ce qui vient perturber, ce qui vient nous agrémenter, ce qui nous transforme en observant l'extérieur. On a longtemps, trop longtemps, donné à l'homme des philosophies, des structures de chemin qui prônaient la recherche intérieure. L'homme ne peut pas se libérer de l'intérieur, mais il peut facilement se couper apparemment de l'extérieur. Vous devez observer dans l'extérieur ce qui se passe lorsque vous passez, et vous connaîtrez le fondement de l'intérieur. Parce que ce qui est à l'intérieur s'exprime à l'extérieur. Vous ne pouvez pas vous connaître autrement qu'en observant ce qui se passe sur le visage de vos voisins. Ou sur le visage de votre chien.
Y a-t-il une manière positive et constructive d'intégrer ce que j'appelle illusion et réalité, c'est-à-dire la conscience universelle, les limites de la société sur l'expression de cette conscience? L'illusion et la réalité sont en fin de compte des formes d'illusion dont une partie de cette illusion va bien avec notre écologie, va bien avec nos vibrations présentes dans l'événement que l'on vit, et nous l'appelons la réalité, et ce qui sert de support à cette réalité souvent devient ce que nous appelons l'illusion. Mais une chose qui est importante, c'est que l'homme doit toujours prendre conscience que ce qu'il croit véridique présentement, il pourra un jour le traiter de mensonge. Et c'est la seule base intelligente qui peut supporter le travail de l'illusion chez l'homme. L'illusion, ce n'est pas mauvais à la condition que nous ne l'appelons pas vérité. Et lorsque nous l'appelons vérité, parfait, à la condition que nous ne l'appelons pas réalité. Et lorsque nous l'appelons réalité, danger. La conscience universelle, c'est une conscience qui va permettre à l'homme de ne plus rien avoir à apprendre jamais dans aucun plan. La conscience universelle, c'est une conscience qui, de toute façon, je n'aurai pas le temps de la contourner aujourd'hui. On pourra de toute façon revenir sur cette question à un moment donné. De toute façon, les limites de la société sont les limites de l'être qui vit dans la société. Lorsqu'une personne vit sur une île et qu'elle pense que l'humanité, la planète Terre, l'univers, c'est l'île, elle se sent limitée. Lorsqu'elle sait que c'est une île et qu'il y a des bateaux, elle n'est plus limitée. La société, c'est la même chose. Une dernière question. Une, c'est un petit peu long, mais quelle est la conséquence d'un tel exercice qui est un peu semblable à ce que tu as fait faire? Je m'explique. Visualiser un point lumineux au centre du crâne ou du cerveau et le faire croître jusqu'à remplir toute la tête. C'est ce que j'ai fait. Bon, ce genre d'exercice ne donnera pas le même genre de phénomène de circulation de l'énergie vitale. C'est un phénomène qui... La visualisation d'un point dans la tête, c'est important, on n'a pas beaucoup de temps, permet simplement la localisation de la perception à l'intérieur du corps, synesthésie, ou on a plusieurs autres termes. Donc, pour percevoir, pour sentir à l'intérieur de mon pied, je me fixe quelque chose, et tout d'un coup, je commence à percevoir. Mettre un point dans la tête et le faire grossir, c'est percevoir une région limitée du cerveau et grossir cette perception. Mais cela n'a rien à voir avec la circulation. Le fait de faire circuler quelque chose dans la tête fait que notre perception est obligée de suivre ce panneau, donc nous percevons différentes étapes, un peu comme une tomodensitométrie, une hémiscan. Nous percevons différentes étapes de notre cerveau, et percevant ces étapes, nous circulons avec ce qui entraîne la circulation de l'énergie vitale. Alors, disons que les deux techniques de visualisation